suis née Elisabeth Amélie Eugénie de Vitalba. J'étais duchesse de Bavière. Je suis morte impératrice d'Autriche, reine de Hongrie et de Bohême, sous le nom de Élisabeth de Habsbourg. Mais depuis toujours, et encore aujourd'hui, tout le monde m'a toujours appelée Sissi. Élisabeth d'Autriche, c'est donc le sujet d'aujourd'hui, a une naissance un petit peu particulière. Elle est née le dimanche 24 décembre 1837, avec une particularité, une dent. Très peu le savent, mais d'autres personnages sont nés avec une dent. Napoléon, et on dit aussi que Jules César est né avec une dent. C'est un présage que les gens ont interprété avec le temps en pensant que les personnes avec cette caractéristique avaient une vie assez grandiose, mais très souvent un destin funeste. Pour Napoléon et Jules César, nous l'avons déjà vérifié. Nous allons voir si Sissi a elle aussi ce destin grandiose et ce présage de mort intégré à sa vie. Elle est née d'une union dynastique, on dirait un mariage arrangé, chose tout à fait normale lorsqu'on a une particule, de Maximilien en Bavière et de Ludovica de Bavière. La particule fait toute la différence, comme je vous ai dit. Maximilien est duc de Bavière et Ludovica était une princesse de Bavière, mais elle a dû rétrograder. Nous verrons plus tard que ses sœurs ont eu un peu plus de chance. Cette union toutefois a porté ses fruits, ils ont eu de nombreux enfants. Sissi est la deuxième fille du couple. Avant elle, il y a sa sœur aînée Helena, dont nous parlerons un peu plus tard. C'est une enfance assez mouvementée, assez bohème. Le père, Maximilien, est quelqu'un de très excentrique. Il aime la poésie, il aime peindre, il aime faire du cheval. D'ailleurs, il est très proche de sa fille et elle a ses mêmes caractéristiques. Et d'autre côté, on a une maman un peu plus austère, on va dire. Elle est beaucoup plus discrète et beaucoup plus proche de son autre fille que de Sissi. Cette petite fille très turbulente, et c'est très important de retenir ce côté très hyperactif de Sissi, lui a joué des tours. On dit qu'elle a été de nombreuses fois attachée à une chaise pour rester un petit peu en place. Donc c'est une jeune fille jusqu'à ses 15 ans, elle aura vécu au milieu de la nature, elle ce sera le genre de personne à écrire des vers aux arbres, aux oiseaux, aux rivières, aux cours d'eau, une petite enfance un peu sauvageonne. Arrive l'année de ses 15 ans et Sissi va rencontrer, on va dire, un premier obstacle dans sa vie, un obstacle qui a pour nom la mort. Et malheureusement, on verra que cet obstacle va souvent la poursuivre. Donc à l'âge de 15 ans, Sissi s'est tombée follement amoureuse de l'écuyer de son père, qui était le comte Richard. La mère était horrifiée que sa fille devienne comtesse alors qu'elle était déjà duchesse. Et finalement, la mort est venue un peu couper la poire en deux. Donc du coup, le pauvre comte Richard est mort de tuberculose, ce qui a complètement détruit Sissi, qui était déjà une petite fille, comme on l'a vu, dans l'esprit du romantisme du 19e siècle, qui était très fleur bleue, et là, ça l'a complètement retournée. Et à la même époque, la mère, donc Ludovica, devait se rendre dans la résidence impériale d'été en Autriche avec son autre fille, Helena, parce que du coup, pour revenir sur la famille de Ludovica, elle n'a pour sœur nulle autre que l'archiduchesse Sophie, mère de l'empereur de l'époque, François-Joseph. Et du coup, les deux sœurs ont eu pour idée de marier Helena et François-Joseph. Et pour changer les idées à sa fille cadette, Ludovica lui a dit « Allez, on y va toutes les trois ». Et finalement, ce petit voyage a changé la vie de Sissi parce qu'au vu de sa jolie cousine toute fraîche de 15 ans, François-Joseph a décidé qu'il n'y aurait nulle autre personne à ses côtés que Sissi. Donc une sœur pour une autre, ça n'a pas posé de problème pour Ludovica. Et pour Sophie, donc Helena a gentiment été évincée. Et très vite, les fiançailles de Sissi, enfin d'Elisabeth et de François-Joseph ont été prononcées. Et en 1854, donc quelques mois après, Sissi a dit adieu à sa chère et tendre Bavière. On peut retrouver quelques écrits de ce tragique adieu. Sissi a quitté donc sa Bavière pour rejoindre Vienne.
Le peuple viennois était assez heureux de rencontrer sa future impératrice. Elle a été accueillie sous les hurrahs à bras ouverts. La petite anecdote, c'est que le jour du mariage, donc en même temps que son arrivée, elle avait oublié qu'elle portait un diadème et en sortant du carrosse, elle n'a pas jugé la bonne distance entre sa tête et le haut de la portière et elle l'a tapé dedans et est tombée gentiment en avant. Personne n'a voulu voir quelque chose de mauvais, mais du coup ça a peut-être un peu foutu mal la pauvre Sissi, mais bon. Le mariage donc a lieu à l'église des Augustins, et dès le lendemain, Sissi elle va comprendre que la vie bavaroise c'est fini. À la cour de Vienne, il y a un très très vieux protocole qui vient directement de la cour d'Espagne, qui a été importé 300 ans avant par Charles Quint, et qui est l'un des plus austères d'Europe. C'est finalement Versailles avec Louis XIV, c'était rien. Et du coup, Sissi va se rendre compte qu'on n'est jamais seul à la cour de Vienne, même pas avec son époux. Par chance, la nuit de noces, d'habitude, elle est comme dans beaucoup de cours, elle est publique, on va dire, tous les nobles sont là. Et là, elle a eu de la chance, elle a réussi à esquiver ça. Mais dès le lendemain petit déjeuner, elle s'est retrouvée avec sa belle-mère et son mari, donc du coup, c'était peut-être pas tip-top. Donc Sissi se sent un peu en prison, jamais seule, toujours surveillée, souvent réprimandée. On dit que Sissi est une bonne vivante qui a eu l'habitude, étant bavaroise, de boire de la bière à table. Et à Vienne, on boit plutôt du vin. Elle est vraiment vue comme un phénomène de foire, hein, parce qu'elle n'a aucune habitude qui correspond aux critères d'une impératrice et de l'époque. Je pense qu'avant de partir sur la vie en général de Sissi, il faut venir sur un état d'esprit qui l'a suivi très très longtemps, et je pense que même jusqu'à sa mort, elle a été comme ça. On dit que Sissi, aujourd'hui, serait qualifiée d'anorexique mentale. Ça, c'est un anachronisme, hein, parce qu'à l'époque, on n'était pas encore... Freud n'allait pas tarder à arriver, mais on n'était pas encore très très au point sur toutes ces choses. On dit qu'elle se nourrissait peu, voire pas, alors il faut remettre les choses dans leur contexte. Elle devait manger ce qui lui allait, et tout le superflu du faste, ça ne devait peut-être pas l'intéresser. Donc c'est vrai qu'elle suivait des régimes un peu particuliers, elle se nourrissait, on dit, de lait, d'orange, d'amandes, de choses comme ça. Elle faisait juste attention, c'est vrai que c'était pas dans les mœurs de l'époque. Quelque chose qui n'était pas non plus du tout dans les mœurs, c'était qu'elle voulait prendre un bain tous les jours. Donc elle a demandé à ce que des baignoires soient installées dans tous ses appartements. Et c'était très mal vu. C'était presque de l'anarchisme, parce que du coup on avait l'idée que quelqu'un qui a besoin de se laver tous les jours, finalement doit peut-être chercher à purifier certains péchés. Alors du coup non, elle avait juste compris les bienfaits de l'hydrothérapie, enfin le fait de se laver tous les jours. Sissi avait une très longue chevelure qui lui tombait jusqu'aux chevilles. On dit que ses chignons, enfin sa chevelure était à peu près de 5 kilos. Et toutes les 3 semaines, il fallait une journée pour les laver en entier. C'était assez phénoménal. Sissi était différente des autres parce que c'est peut-être la seule impératrice à avoir eu une salle de sport à disposition. Elle avait demandé à ce que des anneaux de gymnaste soient installés. On peut encore voir, je vous mettrai une photo à la Hofburg, il y a les anneaux dans l'encadrement de la porte pour se suspendre et faire sa gym. Il y a le ski espadrille, trucs comme ça. Elle faisait attention à sa ligne, à se garder en forme. Elle avait gardé son habitude de monter à cheval tous les jours et il fallait la suivre, hein. Donc ça ne devait pas toujours être facile pour les dames de compagnie qui n'avaient peut-être pas le même rythme qu'elle. Et d'ailleurs jusqu'à ses 40 ans, à peu près 42-43 ans, elle va monter à cheval et puis après elle va estimer qu'elle est trop vieille, elle va faire vendre ses chevaux et fermer ses écuries. Et là elle passera à la marche à pied, mais pas à la petite balade, plutôt à la randonnée. Donc là aussi, il va falloir la suivre dans tous ses déplacements. Autre particularité de Sissi, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc du coup, on a l'impression qu'elle maltraite son corps dans le sens où elle essaye de le contraindre, de dépasser ses limites. Elle a demandé à avoir un lit de camp militaire dans sa chambre et pas un grand lit à baldaquin confortable comme on pourrait imaginer. C'était quelqu'un d'assez atypique.
Et tout ça, donc mélangé au reste de sa vie, à son rôle d'impératrice, ben ça fait une histoire un petit peu chaotique. Donc très vite après le mariage, elle a donné naissance à une petite fille qui se prénomme Sophie comme sa grand-mère. On se doute que c'est pas Sissi qui l'a choisi le prénom. Et d'ailleurs, elle va pas avoir grand-chose à voir avec l'éducation de sa première fille, ni des deux autres, ensuite qui vont suivre Gisèle, une autre petite fille, et Rodolphe, le prince héritier. Les 3 enfants vont être retirés à Sissi dès leur naissance. C'est l'archiduchesse qui demande à ce que les nurseries soient installées à côté de ses appartements à elle et non de ceux de Sissi. Donc ça va être une énorme souffrance pour elle. Après, il faut se rappeler que Sissi a seulement 16 ans, hein, finalement, avec ses premiers enfants, enfin entre 16 et 20 ans. Donc on peut comprendre peut-être que l'archiduchesse estime que c'est pas encore quelque chose de très... C'est pas encore une personne très très fiable. Mais du coup, c'est quand même assez horrible. Elle a des droits de visite pour ses enfants, mais c'est limite 20 minutes par jour. Et du coup, Sissi va souffrir énormément de cette contrainte. Son mari étant un homme très occupé, qui gère vraiment son pays avec une main de fer. En plus, les Autrichiens à cette époque-là sont en Italie. Enfin en Vénétie et en Lombardie, donc du coup il y a pas mal de conflits par là-bas. Il y a la Prusse aussi qui fait des siennes. Donc du coup François-Joseph a beaucoup de choses à gérer. Et d'ailleurs il y a un voyage diplomatique dans ces 2 états, donc en Vénétie et en Hongrie. Alors en Vénétie c'est un accueil assez austère, mais faut dire que les Autrichiens ne traitent pas d'égal à égal les populations de la péninsule italique. Et Sissi lui fait gentiment remarquer, donc finalement elle est un petit peu vue comme la Madone, l'ange, ça se radoucit un petit peu, bon il y aura quand même du grabuge après, mais sur le coup Sissi est vue comme une très bonne personne. En Hongrie pareil, à cette époque-là la Hongrie ne fait pas encore partie de l'Empire autrichien, mais il commence à avoir une certaine entente entre eux, surtout entre Sissi et le peuple hongrois, qui l'apprécie énormément. D'ailleurs, quelques années après, il y aura, donc, comme je disais, l'Empire autrichien. Mais le premier voyage est assez funeste parce que c'est la petite Gisèle qui est arrivée en Hongrie, enfin pendant le voyage un petit peu malade. Et finalement, c'est Sophie qui ne reviendra jamais de ce voyage, qui va mourir très jeune là-bas. Donc, elles avaient été emmenées contre l'avis de l'archiduchesse, donc je vous laisse imaginer le grabuge que ça a fait après. Du genre la dispute belle-mère et la belle-fille, je te l'avais dit. Donc du coup, Sissi, ça l'a continué à la tirer vers le bas. Et Rodolphe est arrivé très vite après. Et à cette époque, donc le corps de Sissi lâche. On dit qu'elle a toujours eu des problèmes de santé niveau respiration pulmonaire. Et du coup, le médecin de l'époque lui dit que ce sera peut-être mieux d'aller se mettre au soleil. Donc, ni une ni deux, la Sissi, elle a entendu ça, donc ça a été un prétexte pour quitter ce carcan viennois qu'elle supportait plus. Donc, elle a pris sa première destination, ça a été Madère. Une grande révélation, le soleil, le climat, tout ce qui se passe autour. Puis la liberté de ne plus avoir ce carcan viennois, enfin ce protocole viennois autour d'elle. Elle est partie ensuite à Cordoue et elle est partie pratiquement 2 ans sans revenir à la cour de Vienne. Elle a écrit de nombreuses lettres à ses enfants, pensez à votre maman, ne l'oubliez pas, mais bon, c'était un petit peu difficile pour elle de revenir. Donc en fait, après ce premier départ, elle va passer sa vie à aller et venir dans toute l'Europe. On va retrouver Sissi à Londres, Sissi en Normandie, Sissi... On dirait presque les Martines à la plage. Enfin, on va la voir vers Cap-Martin. On va la voir jusque quand même vers l'Algérie, tout ça. Hein. Enfin, c'est pas un peu... À l'époque, c'était Tramabu. C'est pas du tout une place pour... Enfin, crapahuter sur un dromadaire, c'est pas la place d'une impératrice. Mais elle, c'est l'âme d'aventurière qui prime. Elle a utilisé beaucoup de moyens de transport différents. Elle avait un wagon, un wagon complet aménagé... assez bien pour voyager, qu'elle pouvait accrocher à n'importe quel express de l'époque et traverser toute l'Europe. Elle est aussi une grande passionnée de bateaux. Après, je ne sais pas si ce passage littéraire va vous parler, mais elle s'est un peu prise pour Ulysse à se faire accrocher à un mât d'un bateau pendant une tempête pour être au plus proche des éléments. C'est pas l'image qu'on a, comme je dis, d'une impératrice.
Et d'ailleurs on ne sait pas, mais Sissi elle est tatouée, elle a une encre sur l'épaule, donc c'est les marins à l'époque qui faisaient les tatouages. Et c'est une personnalité rocambolesque, elle a toujours vécu les moments comme elle les entendait, en s'éloignant de cette cour. Elle est dans une rêverie permanente, comme je vous ai dit, Sissi a toujours écrit. La poésie c'est un peu l'âme qui la permet de faire avancer, et la représentation peut-être la plus significative de cette passion, c'est la Villa Hermès, près de Vienne, qui lui a été offerte par François-Joseph. Et on voit son amour pour Shakespeare. Il y a la chambre à coucher qui est entièrement peinte sur le thème de Songe d'une nuit d'été. Vous avez le personnage de Titania auquel elle se réfère elle-même, s'identifie beaucoup, qui est très présent. Et petite anecdote, la personne qui a peint cette chambre est un grand peintre qui à l'époque n'est pas encore connu, il s'agit de Gustav Klimt. Donc c'est rigolo, donc oui effectivement les personnages sont plus ou moins contemporains, moi il était très jeune à l'époque. Donc on arrive en 1867 où le peuple hongrois demande à François Ier et surtout à Sissi de ceindre la couronne de roi et reine d'Hongrie. Donc comme je vous le disais, c'est la naissance de l'empire austro-hongrois avec Sissi qui va être aimée et aimer les Hongrois autant que les Viennois et la détestent. Enfin, ils n'arrivent pas à comprendre leur impératrice qui s'en va tout le temps, qui ne veut pas prendre son rôle au sérieux. Il y a un journaliste qui a fait un calcul, il paraît que Sissi, une année, a passé 265 jours à l'extérieur. Donc ça fait à peu près une centaine de jours à Vienne, ça fait pas bien lourd. Ça marchera jamais avec Vienne, hein. Elle sera toujours à la recherche de fuite. Et il y aura toujours des choses, des événements pour la rappeler à la réalité. Donc je vous ai dit qu'elle a déjà perdu une petite fille en bas âge. Elle va perdre énormément de personnes autour d'elle. Elle va voir son monde s'effondrer je sais plus en quelle année, en 1867, donc oui, la même année à peu près que la Hongrie. Il y a son beau-frère, donc le frère de François-Joseph, Maximilien, qui est... je sais plus si on peut dire roi du Mexique, enfin il a un poste important au Mexique. Et il y a du grabuge à cette époque-là, là-bas, il y a une espèce de révolution et il va se faire juger et fusiller. On va pas faire de polémique en disant qu'il s'est fait assassiner, mais bon, il ne reviendra pas en Autriche. Il finira sa vie derrière, devant les fusils. Quelques années après, elle va perdre encore un personnage très important pour elle, c'est Louis II de Bavière. C'était un cousin à elle aussi, ils avaient une relation très très particulière, ils s'écrivaient beaucoup. Lui c'était l'aigle et elle c'était la mouette des mers. Elle va perdre une sœur aussi dans un tragique incendie au Grand Bazar de la Charité. Alors c'était pas une sœur qu'elle détestait, mais c'était quand même sa sœur, donc ça l'a beaucoup affectée. Et je pense que ce qui a fini de faire sombrer Sissi dans la torpeur, dans la mélancolie, c'est la tragique mort de son fils en 1889 à Mayerling. Ça aussi, ça fait partie des secrets de l'histoire, des points noirs de l'histoire où on ne sait pas trop expliquer ce qui s'est passé. Enfin, on est parti sur un suicide, on ne sait pas si c'est un assassinat, mais toujours est-il, ça la poussera à s'habiller, va rester tout le reste de sa vie en noir à porter le deuil. Donc on est en 1889, il lui reste quand même pratiquement 10 ans à vivre à Sissi parce que nous arrivons donc en 1897 où Sissi elle continue à battre la campagne avec ses voyages à droite et à gauche. Et là, cette année-là, donc à ce moment-là, elle est à Genève, donc en Suisse. Elle réside à l'hôtel Beau Rivage. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on a encore la suite de l'impératrice. Et il est temps de de prendre le bateau. Donc elle quitte sa chambre, pressée par sa dame de compagnie, Fanny Mayer. Et on lui dit de se dépêcher pour pas louper donc le bateau. Et dans la précipitation, elle se fait bousculer par quelqu'un. Enfin, elle pense se faire bousculer par quelqu'un. Et en fait, en montant sur le bateau, elle va perdre connaissance. Et en fait, le bateau revient vite en arrière, la ramène dans la chambre d'hôtel. Elle s'est pas juste fait bousculer, en fait, on lui a dégrafé le corsage. On s'est rendu compte sur le linge qu'elle portait dessous qu'il y avait des filets de sang. Et en fait, elle a été touchée droit au cœur.
par une lime et elle ne se réveillera plus jamais. Cet homme qui l'a bousculé était un anarchiste italien qui s'appelait Luigi Luccherini, qui avait décidé de faire parler de lui, de faire un grand coup d'éclat, parce qu'au départ, en fait, Sissi est morte par dépit et c'était pas elle qui était visée, c'était le comte de Paris. Cet homme avait décidé qu'il tuerait quelqu'un aujourd'hui. Le comte de Paris ne s'était pas rendu à Genève ce jour-là. Il a croisé Sissi et c'est Sissi qui est morte assassinée dans la ville de Calvin. Donc c'est un destin, effectivement, sa dent lui a porté malheur. C'est un destin tragique, c'est une vie de fuite. On peut penser qu'une impératrice vit dans le faste. Si on devait la comparer à un personnage d'aujourd'hui, beaucoup de gens la comparent à Lady Diana. Elle a vécu toujours en avant, à chercher à aller plus loin, à se dépasser, à ne pas subir ce qu'on lui a imposé. Et c'est pour ça que ça fait partie de ces personnages que j'ai décidé de traiter dans la fameuse collection Reine et Favorite. Donc après tout ce blabla, je vais vous présenter le bijou qui a été fait pour notre chère et tendre Sissi. Alors je vais tout de suite vous montrer le bijou que j'ai décidé de créer pour l'impératrice Elisabeth. Donc c'est un serre-tête. Pourquoi un serre-tête? Eh bien tout simplement parce que je suis partie d'un élément réel de la vie d'Elisabeth qui est une constellation d'étoiles, comme je vais vous montrer sur ce tableau de Winterhalter. Une constellation d'étoiles en or ou en platine, je ne sais plus, et diamant, qu'elle a demandé d'être réalisée après avoir vu à l'opéra la flûte enchantée de Mozart. La reine de la nuit avait des étoiles sur la tête et du coup elle a décidé qu'elle aussi elle aurait ça dans sa garde-robe. Donc j'ai décidé moi aussi de faire un serre-tête pour le clin d'œil. Donc nous allons passer à l'analyse un peu plus en détail du serre-tête. Donc je suis partie de cette étoile centrale en métal et en strass que je suis venue coller sur un morceau de feutrine tout bêtement. Ensuite, vous avez un petit travail autour, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a une petite chaînette boule blanche tout autour pour faire le contour métal. Ça délimite bien la zone parce qu'après j'ai rajouté donc des strass montés sur chaton en verre tout simplement. Vous avez aussi des perles d'eau douce blanches, toutes petites, qui mettent un peu un côté un petit peu précieux sur le bijou. Et ensuite, vous avez toute une broderie réalisée avec des rocailles taureaux, vous en avez des nacrées et vous en avez des cristal plus lumineuses. Ensuite, vous avez une quentille en métal que j'ai réalisée moi-même à un petit bout parce que je n'étais pas sûre de ce que je faisais. Je mettrai des photos pour qu'on y voit mieux. Hein. Et après, une fois la quentille brodée, je suis venue broder autour de la rocaille, tout simplement, avec un rang de blanche et un rang de cristal. Vous voyez donc la feutrine, je l'ai laissée visible. Et du coup, le tout est recouvert à l'arrière avec du simili-cuir pour m'aider à emprisonner la pièce sur le serre-tête. Et donc dans les tons anthracite, hein, on va dire gun pour le métal, mais c'est pas vraiment de l'argent, c'est plutôt gris. Mais c'est très lumineux comme pièce et j'aime beaucoup, c'est simple et c'est sophistiqué à la fois. Mais j'ai été très très heureuse de réaliser cette pièce et j'espère qu'elle vous plaira. Et voilà, nous en avons fini avec ce format. Donc comme je vous avais promis, Reine et Favorite sera traité tout seul, à part pour ceux qui détestent l'histoire. J'espère avoir été claire, vous avoir appris 2-3 trucs sur la vie de Sissi, que ça va vous donner envie d'en apprendre un peu plus sur elle, parce que je suis vraiment passée, on a l'impression que j'ai parlé pendant 10 heures, mais je suis vraiment passée en diagonale, hein. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas racontées. Je vous invite à regarder aussi la vie de Louis II de Bavière, même si c'est pas une reine ou une favorite, c'est une vie très très intéressante. La vie de Rodolphe aussi, son fils, donc mort à Mayerling, c'est un sujet assez intéressant aussi. Il y a pas mal de choses à chercher et à regarder, même si on n'a pas la réponse, mais bon, on peut toujours après se faire son idée. Me direz-vous si vous pensez qui s'est fait assassiner ou qui s'est juste grillé la tête tout seul. Mais donc voilà, c'était Sissi Impératrice. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée, au revoir!